Je propose de commencer. Du coup, bienvenue à tous et merci Romain. Donc aujourd'hui, tu vas nous présenter voilà, les interactions entre économie, énergie, entre énergie et climat. Donc tu es spécialiste de l'analyse des scénarios de transformation économique et des risques dans le cadre de l'atténuation et d'adaptation face au changement climatique. Et tu es chef de projet au Shift. Donc on sait aussi que tu as rédigé différents rapports dans ce domaine-là et que tu as une expérience dans les entreprises dans le domaine de l'énergie. Et nous pourrons débattre également des connaissances et des compétences de l'ingénieur par rapport à ces grands enjeux. Ok, merci Damien, bonjour à tous. Donc oui, merci pour cette présentation. J'ai passé 4 ans, enfin j'ai passé, je passe toujours mon temps, mais 4 ans au Shift, voilà. Donc, et j'ai pu m'intéresser, comme tu l'as dit, à ces sujets-là, et notamment dans voilà, la manière dont ils étaient traités par les entreprises pour qu'elles prennent le mieux possible en compte ces enjeux dans leur stratégie. Alors, on m'a demandé de vous parler aujourd'hui d'interaction entre économie, énergie et climat. Ce n'est pas un sujet qui est évident à aborder, parce qu'il est évidemment très complexe. Et donc, j'ai choisi de faire une présentation un peu didactique et peut-être un peu générale. Donc, pour ceux qui connaissent déjà bien le sujet, ils vont retrouver beaucoup de ce qu'ils ont déjà pu voir, lire ou entendre, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais essayer d'aller assez vite parce que la présentation est assez riche. Et puis, à la fin, on essaiera effectivement de parler de ce que l'ingénieur doit pouvoir connaître euh, pour bien comprendre ces sujets. Voilà. Alors, je me lance. Donc, on va commencer par s'intéresser donc au paramètre qui est un peu central, qui est l'énergie. Alors, l'énergie, aujourd'hui, c'est un secteur qui, dans le monde, doit représenter à peu près 5, bon, j'ai mis 5%, mais c'est entre 5 et 10% du PIB mondial. Et en fait, le sujet, c'est que ça ne va certainement pas être 5% de nos problèmes. Alors, première chose à savoir, c'est peut-être redonner cette définition de l'énergie. L'énergie, c'est par construction, donc la grandeur physique qui mesure le changement d'état d'un système, c'est-à-dire sa transformation. Donc, à chaque fois qu'il y a une modification, un changement de la température, de la vitesse, de la forme, de la composition chimique, de la position dans un champ magnétique, gravitationnel, etc., ou autre, eh bien, de l'énergie intervient. Et donc, cette énergie, si vous voulez, elle provient d'une source d'énergie et elle est convertie donc, en travail ou en chaleur. Donc ça, c'est pas très compliqué. Tous les ingénieurs doivent le savoir. C'est les principes de la thermodynamique. Voilà. Maintenant qu'on a ça en tête, la vraie question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que ce paramètre-là donc, est si important? Donc, je vous l'ai dit, hein, l'énergie, on trouve dans la nature des sources d'énergie, mais cette énergie-là, il faut la convertir et pour pouvoir l'utiliser. Donc, le premier convertisseur qui est à notre disposition, c'est notre corps humain, notre propre corps, hein. Donc, on le nourrit avec des aliments, avec de l'eau et tout un tas de choses, et ça donne des muscles, et avec ces muscles, on est capable de faire des choses. Donc, si on prend quelques ordres de grandeur pour le caractériser, vous voyez qu'un bonhomme à qui on demanderait, qui fait 80 kilos et qui porte un sac de 10 kilos sur le dos, à qui on demanderait de grimper donc 2000 mètres de dénivelé, hein, voilà, ça lui prend 0,5 kWh. Et s'il fait ça un jour sur deux dans l'année, ça veut dire que donc il est capable de produire 100 kWh et si vous le payez au SMIC, eh bien votre kilowattheure d'énergie, il vous coûte 200 euros. Voilà. Donc ça, c'est un cas qui est un peu extrême. Si maintenant, vous prenez celui d'un ouvrier à qui on demande de creuser un trou et de déplacer à peu près 6 mètres cubes de terre, soit à peu près 9 tonnes à 1 mètre de hauteur, il va dépenser 0,5 kWh. Et s'il fait ça un jour sur deux dans l'année parce qu'il a quand même besoin de se reposer, eh bien, c'est 10 kWh par an qu'il est capable de développer. Et ça, si vous le payez au SMIC, ça va vous ramener votre kilowattheure à 2000 euros.
Voilà. Donc là, l'idée, c'est pas c'est de vous donner un peu l'ordre de grandeur de ce qu'avec notre corps, nous sommes capables de faire et de ce que ça nous coûte, en fait, de ce que ça nous coûterait. Alors maintenant, si vous prenez 5 litres d'essence et que vous le versez dans un moteur à explosion, donc dans 5 litres d'essence, il y a à peu près 50 kWh d'énergie thermique. Si vous le mettez dans le moteur, bon, bah, il ne vous en reste plus que 10 à 20 kWh en sortie. Et donc ça vous, avec un prix qui est autour de 1,5 litre, 1,50 € le litre, pardon, ça vous place votre kilowattheure à 4 centimes. Voilà, comparé avec les valeurs que je vous ai indiquées précédemment. Donc, on comprend tout de suite le poids et le rôle qu'ont eu le développement, l'exploitation de ces sources, des sources d'énergie autres, comment dirais-je, que celles capables de déployer notre propre corps, sur la manière dont on a appréhendé notre environnement et dont on s'est développé. Juste pour donner quelques éléments de comparaison, vous voyez, avant, avec des bonhommes, des chevaux et de la biomasse pour les nourrir, on faisait ça. Et bien maintenant, avec du pétrole, on fait ça. Avant, Paris, avec des chevaux, des bonhommes et de la biomasse, c'était ça. Maintenant, c'est ça, avec du pétrole. Et ça marche pour tout. Ça marche pour la construction d'infrastructures, l'excavation, voilà. Avec du pétrole, maintenant, on a des super tractopelles. Pareil pour le transport. Maintenant, vous avez des super camions qui transportent plein de choses partout. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, l'usage de sources d'énergie, on va voir quelles sources d'énergie en particulier, ça a clairement permis ça a démultiplié notre pouvoir. C'est une forme d'exosquelette, si vous voulez, toutes ces machines qui fonctionnent avec de l'énergie. Vous voyez les ordres de grandeur de puissance. Et vous voyez bien que toutes ces machines qu'on a conçues et qui se nourrissent d'énergie aujourd'hui, quelle qu'elle soit, donc bien l'énergie primaire, donc pétrole, gaz, charbon ou autre, ou bien tout simplement d'électricité elle-même produite avec de l'énergie primaire, eh bien, tout ça, ça nous conduit à consommer des quantités fabuleuses, évidemment, d'énergie pour soutenir tout ce développement. Et donc, vous voyez, l'ordre de grandeur mondiale, c'est à peu près 20 000 kWh par an. Et en Europe, on est plutôt autour de 40 000 kWh par an. Et donc ça, si vous le convertissez en l'énergie qu'un être humain est capable en moyenne de déployer pendant un an, c'est comme si nous vivions au niveau mondial avec 200 esclaves énergétiques et au niveau européen avec 400 esclaves énergétiques. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça ce que nous a permis l'énergie et les machines qui se nourrissent d'énergie pour délivrer du travail et, comment dirais-je, et donc du coup, au-delà du développement. C'est vraiment ça le rôle fondamental de l'énergie. On le comprend bien. Ce slide pour vous montrer qu'en fait, il n'y a rien qui est vraiment dématérialisé. C'est un sujet qui est très à la mode aujourd'hui de parler de dématérialisation, du cloud, etc. En fait, ça aussi, ça consomme de l'énergie. Il ne faut pas se tromper. Si bien la fabrication que l'usage des supports numériques consomme énormément d'énergie. Et je crois que les dernières estimations, si mes souvenirs sont bons, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie du numérique, production plus usage, c'est l'équivalent de la consommation annuelle, il y a une faute, annuelle de l'énergie primaire de l'Allemagne. Voilà, donc c'est ça l'ordre de grandeur aujourd'hui. Et donc, il n'y a rien finalement qui se fait sans énergie et sans ressources. Alors, bah, vous le voyez aussi sur ce graphique, l'incroyable augmentation de notre consommation d'énergie par an, 3% en moyenne depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez bien que l'énergie, en fait, nourrit tous les processus
sur lesquels repose aujourd'hui notre système économique et au-delà notre société. Sans énergie, il n'y a tout simplement pas d'activité économique, pas d'activité tout court, hein, et donc pas d'activité économique. Sur ce graphique, c'est une autre manière de le voir. Alors, vous voyez que pendant près de 2000 ans, la croissance économique a été relativement faible, faible devant celle que nous connaissons aujourd'hui, hein. L'activité économique a été faible devant celle que nous connaissons aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle était nulle ou qu'elle n'existait pas, mais c'est simplement les proportions dans lesquelles elle se manifestait qui sont bien différentes. Et le fameux graphique qui nous montre ça, c'est celui donc, qui représente la production d'énergie primaire, donc en millions de tonnes équivalent pétrole, versus le PIB mondial, exprimé en dollars constants de 2010. Donc, ce que vous voyez sur ce graphique, chaque point représente une année. On parle de 1965 et on arrive en 2017. Et donc, vous voyez que chaque année, eh bien, chaque point est relativement proche d'une droite. Et vous voyez que le R carré est très, très, très proche de 1. Donc, il y a un alignement qui est assez spectaculaire. Alors, en fait, ce n'est pas vraiment un alignement, puisque malgré tout, notre économie est chaque année un peu plus efficace en matière de consommation d'énergie. Vous voyez, ça s'améliore en moyenne entre 1990 et aujourd'hui d'1,3% par an, mais c'est une amélioration qui est relativement limitée et qui n'est pas du tout spectaculaire malgré les événements historiques que nous avons connus. Donc vous voyez par exemple l'impact de la crise pétrolière des années 70-80. Je ne sais pas si enfin, vous vous souvenez, peut-être pas, mais en tout cas, vous avez sans doute entendu parler de ce moment-là de l'histoire, où le prix du pétrole a été multiplié par 5 ou 10. Hein. Voilà. Donc, il y a eu une multiplication du prix. Là, on avait vraiment un signal prix carbone, pour le coup. Et vous voyez que l'impact que ça a eu sur l'intensité énergétique du PIB, donc sur la quantité d'énergie qu'il faut pour produire une unité de PIB, elle a été relativement limitée. C'est la même chose pour le boom du digital, hein, de l'Internet, etc., qui était censé rendre notre économie beaucoup plus efficace et beaucoup moins énergivore. Eh bien, vous voyez qu'elle n'a quasiment pas eu d'impact. Hein. On s'améliore à peu près de 1,3% par an depuis une trentaine d'années. Et finalement, si il n'y a pas vraiment de raison que ça change. Et pourquoi il n'y a pas de raison que ça change? Eh bien, parce qu'en fait se manifeste un phénomène assez particulier et assez pernicieux qui s'appelle l'effet rebond. L'effet rebond, c'est ce phénomène macroéconomique qui fait que lorsque, prenons un exemple simple, si vous changez de voiture et que vous en achetez une avec un moteur qui consomme 2 fois moins, eh bien, au lieu de rouler sur la même distance, vous allez rouler 2 fois plus et donc grignoter finalement les gains d'énergie que vous avez réalisés. Donc en fait, il y a cette tendance, on s'améliore, mais on réinvestit les gains soit directement, soit indirectement dans l'économie, et du coup, on crée davantage d'activités, et donc ce qui vient limiter l'effet de l'amélioration technique. C'est aussi le cas, par exemple, dans l'aviation. L'industrie aéronautique a enregistré des progrès techniques colossaux. Hein. Les avions d'il y a 40 ans consommaient beaucoup, beaucoup plus d'énergie pour le même service, si vous voulez, qu'aujourd'hui. Sauf que, eh bien, il y a 2 fois plus de gens qui prennent l'avion. Donc, en fait, tous les gains qui auraient pu être réalisés, ils ne l'ont pas été. Voilà, ils ont été compensés par une augmentation, tout simplement, eh bien, de l'usage. Voilà. Et donc, bon, je vous ai représenté le prolongement de la tendance, voir ce que ça donnait si on prenait le même chiffre qu'entre donc 90 et aujourd'hui. Et pour le comparer, tout simplement, avec ce que prévoient les scénarios, vous savez, du rapport 1.5 du GIEC. Et vous voyez que tous ces scénarios, ils sont compris dans cette zone jaune. Et donc, tous, en fait, tablent sur une amélioration très significative, très, très significative de l'efficacité énergétique du PIB.
Voilà. Et donc, ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut avoir en tête et qu'on peut essayer de juger. C'est en quoi est-ce que de quelle manière, en fait, cette amélioration-là est possible? Qu'est-ce qui la rend possible? En quoi est-ce qu'elle est possible? Voilà. Donc, euh, gardez ça dans un coin de votre tête, on en reparlera. Toujours est-il voilà, que si jamais on ne vient pas essayer de contrôler cet effet rebond, ben, il n'y a pas vraiment de raison que ça change. On a besoin d'énergie pour faire fonctionner notre économie, faire tout simplement euh, créer de l'activité. Alors, ça, c'est le mix de production d'énergie primaire dans le monde. Vous voyez qu'il est dominé à plus de 80% près de 80% par les énergies dites fossiles, donc pétrole, gaz, charbon, qui, soit dit en passant, sont les premiers contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre de la planète, mais ça aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, cette énergie qui fait fonctionner notre économie, c'est aujourd'hui essentiellement des fossiles, dans le monde en moyenne. Et ça, c'est vrai aussi et surtout peut-être pour les pays occidentaux. Vous voyez, l'Union européenne, c'est 75% de son mix énergétique, la France, c'est 50%, même si on a beaucoup d'énergie décarbonée en France, on reste quand même on fonctionne avec 50% de fossiles, principalement dans le transport et dans le bâtiment, et un peu dans l'industrie. L'Allemagne, c'est 80%. Les États-Unis, c'est 86%. Donc ça, c'est des valeurs de 2018, je pense. La Chine, c'est 88% et c'est au moins 63% de charbon. Vous voyez? Donc ça, c'est un phénomène qui est partout dans le monde. L'économie mondiale tourne aux fossiles. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et cette situation, si vous voulez, elle n'est pas particulièrement en train de changer. Sur ce graphique-là, vous voyez euh, l'énergie qui a été produite en plus depuis les années 2000, ok, et par source. Donc, on prend l'énergie en 2000, ok, et on regarde comment ça évolue par source. Eh bien, vous voyez que ce qui a beaucoup augmenté, c'est surtout le charbon, le pétrole et le gaz. Et c'est pas trop le solaire ou l'éolien. Un petit peu, mais pas beaucoup. Vous voyez? Donc, lorsqu'on vous parle de transition énergétique, qu'elle est en marche et que ça avance, etc., peut-être, mais pas tant que ça en réalité. Voilà. Un petit focus sur la France, qui, malgré, comme je le disais, son électricité nucléaire, eh bien, consomme encore beaucoup de fossiles, et principalement, je le disais, dans le transport, l'industrie et le bâtiment. Alors, voilà ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que le premier lien, il s'établit de cette manière-là, l'énergie, les ressources, vers l'activité économique. C'est un des principaux déterminants. Plus il y a d'énergie, plus les flux de matériaux et de biens et services sont importants, plus la machine tourne. Et deuxième point à tenir, c'est qu'aujourd'hui, l'énergie, eh bien, c'est du fossile, pétrole, gaz, charbon, et c'est ça qui a véritablement façonné, dimensionné les sociétés modernes. Aujourd'hui, nous reposons, notre société fonctionne. La donnée d'entrée, c'est ça, c'est cette abondance et cet approvisionnement en énergie fossile. Si demain, cet approvisionnement tombe ou se contracte, eh bien, ça veut dire qu'il y a moins de, par exemple, de pétrole, donc il y a moins d'essence, donc il y a moins de voitures qui roulent, et donc ça pose des problèmes, parce que sans voiture, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est très compliqué. Voilà. Donc ça déjà, ça vous montre que tout est dimensionné là-dessus et que si on veut faire la transition énergétique, et on va essayer de comprendre pourquoi il faut la faire, eh bien, ça va poser des problèmes. Alors, je continue pour vous parler maintenant de la, compte tenu de ce que je viens de vous dire, de la double contrainte carbone. La double contrainte carbone, elle repose donc sur l'usage que nous faisons de notre énergie. Alors, il y a ce qu'on appelle une contrainte amont qui est liée à la disponibilité de l'énergie, de l'approvisionnement, et la contrainte aval qui est liée à l'externalité de l'usage, et en l'occurrence là, le changement climatique. Donc, si on s'intéresse déjà à la contrainte amont, ce qu'il faut voir, c'est que, je vous le disais, le mix énergétique, c'est pétrole, gaz, charbon, et c'est essentiellement, donc ça, ce sont des énergies fossiles, et ces énergies fossiles sont des énergies de stock. Et donc, par définition, ne se renouvellent pas à l'échelle des temps humains.
C'est-à-dire qu'il faut plusieurs millions d'années pour que, évidemment, les stocks d'hydrocarbures se renouvellent. Et donc, tôt ou tôt ou tard, il y aura une tension sur les stocks et les flux. Je ne sais pas si c'est demain, après-demain, dans 10 ans, 30 ans, peu importe. Ce qu'on voit, c'est qu'il y aura une tension sur les stocks et les flux. Tout ça, ça commence déjà un peu à arriver. Vous voyez qu'entre 1950 et 1975, on va dire, la consommation d'énergie primaire par habitant, elle augmente de 3%. Et depuis cette date-là jusqu'à aujourd'hui, ça augmente plus que de 0,5%. Donc, on voit déjà un peu poindre ce ralentissement de la consommation d'énergie par personne, qui n'est pas lié à notre sobriété naturelle, mais bien au fait que déjà, il y a de plus en plus d'utilisateurs et que la quantité d'énergie disponible, eh bien, elle est peut-être en train non pas de décroître, mais en tout cas, sa croissance est en train de ralentir. Et donc, naturellement, ceux qui ont besoin de ces énergies mais qui n'en disposent pas chez eux, ça pourrait avoir des problèmes. Et c'est notamment le cas des Européens. Bon, tout ça est évidemment lié à un phénomène physique qui est bien connu, hein. C'est que, eh bien, on est d'abord allé chercher l'énergie qui était facile à récupérer, et puis plus on avance, comme c'est un stock, et plus l'énergie qui reste est difficile à aller chercher. Donc tout ça s'explique, enfin se mesure par cet indicateur qui s'appelle le taux de retour énergétique. Donc c'est la quantité d'énergie qu'il faut dépenser pour obtenir l'énergie qu'on va finalement utiliser, hein. Et vous voyez qu'en fait, au fur et à mesure du temps, donc là, l'échelle, ce n'est pas le temps, hein, c'est ce fameux taux de retour énergétique, ou ROI en anglais. Mais vous voyez que, en fait, les champs de pétrole historiques de Pennsylvanie ou d'Arabie, c'était plutôt vous avez vous mettez un coup de pioche avec un baril, vous en sortiez 50. Alors aujourd'hui, le pétrole, on va le voir, c'est plutôt autour de 30, hein, c'est 1 pour 30. Le nucléaire, c'est un d'énergie pour en retrouver entre 20 et 10, vous voyez. L'éolien, alors c'est plutôt autour de 20. Bref, plus ça va et plus l'énergie, c'est quelque chose d'assez difficile. Alors, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui est constant dans le temps. Bon, je pourrais y revenir si vous voulez, mais ce qu'il faut voir, c'est que, en tout cas, plus on va avancer et plus ces stocks vont s'amoindrir et plus ça va être difficile d'aller chercher, plus il faudra investir d'énergie pour aller récupérer l'énergie. Voilà. Donc, à un moment donné, il y a un problème de rentabilité qui va se poser. Bref, ça s'applique évidemment ça au pétrole. Il y a une très bonne publication de Mathieu Ozano qui est parue donc, il y a quelques mois sur ce sujet, donc je vous y renvoie. Mais globalement, la production de pétrole qui était, je le rappelle quand même, de 7% par an, une augmentation de 7% par an entre 45 et 75, elle a considérablement chuté. On découvre de moins en moins de pétrole. Il y a un pic de production conventionnelle qui a été atteint en 2008. Bon, voilà, on commence un peu à toucher le dur du problème, hein. Donc là, ça c'est par exemple, vous voyez l'évolution du taux de retour énergétique pour le pétrole d'une manière générale. Donc on est entre 30 et 15, mais ça a tendance un petit peu à baisser. Donc il faudrait évidemment améliorer et actualiser ces données. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais il y a le pétrole de schiste américain qui est là. Donc, pareil, Mathieu le montre bien, hein. Oui, est-ce que c'est véritablement la planche de salut? Peut-être pas. Vous voyez qu'aujourd'hui, la production de pétrole, en fait, elle provient depuis, à plus de la moitié, elle provient de puits qui ont été forés dans les 2 dernières années. Donc, en fait, c'est ça le problème de la production de pétrole de schiste, c'est qu'en réalité, ce sont des puits qui ont une durée de vie qui est assez faible et il faut tout le temps forer, 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 forer. Voilà. Donc il y a un sujet là-dessus et il y a au-delà de ça, Mathieu le montre aussi, il y a un très gros sujet sur la rentabilité de cette activité. Bref, il y a une incertitude, en tout cas, sur la capacité de cette source de pétrole à compenser, en fait, l'accroissement du nombre d'utilisateurs
et deux, donc l'augmentation de leurs besoins. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un sujet sur les approvisionnements et qu'on ferait mieux de s'y intéresser. Ça, c'est le même graphique que pour l'énergie, mais appliqué au pétrole. Donc, vous voyez que l'alignement, il est tout aussi spectaculaire, il est même plus important, puisqu'entre 1950 et 1973, on a un R carré qui est autour de 0,999. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Donc là, pour le coup, il n'y avait pas d'efficacité énergétique. Et vous voyez, ça, c'est l'effet du choc pétrolier. Donc, on a tout simplement changer d'alignement. Donc, vous voyez, il faut se rappeler ce que c'est le choc pétrolier de 73. Hein. C'est un truc qui est très, très profond. Hein. C'est le début de l'endettement massif des sociétés occidentales, c'est le début du chômage, c'est le début de l'inflation. Enfin bref, c'est vraiment des troubles dans les sociétés, dans les économies modernes qui sont très importants. Et vous voyez ce que ça a fait, ce choc pétrolier? Ça n'a simplement bougé la courbe, ça l'a redressé un petit peu. OK. Mais maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est-à-dire continuer à croître économiquement alors que le pétrole, la consommation de pétrole, elle va décroître. Eh bien, ça, on ne sait pas. C'est un vrai sujet parce que, évidemment, c'est tout à fait souhaitable, mais dans quelles conditions est-ce que ça va se produire? Eh bien, ça, pour le coup, il y a très peu de scénarios qui l'envisagent convenablement. On pourra aussi en reparler. Alors, parlons maintenant de la contrainte aval. Je vais aller assez vite parce que vous la connaissez par cœur. Donc, il y a un sujet de gaz, enfin, d'effet de serre, qui est un phénomène physique bien connu. Tout ça est dû donc à la concentration qui augmente donc de certains gaz qui réfléchissent le rayonnement solaire et maintiennent l'énergie au sol. Voilà, donc ça, c'est pas très important. Peut-être un point sur les flux, hein, parce que tout ça est un problème de flux et de stock, vous l'avez bien compris. Donc, d'une manière générale, quand tout va bien et quand nous ne perturbons pas trop le système, voilà ce qui se passe. Hein. Il y a des échanges entre plusieurs types de réservoirs. Il y a des réservoirs, il y a des échanges plus ou moins rapides, enfin des échanges rapides, des échanges qui sont plutôt lents à l'échelle, je le rappelle, de l'humanité. Et puis, voilà ce qui se passe lorsqu'on se met à utiliser du pétrole, du gaz et du charbon. Et voilà maintenant, en fait, le problème, c'est qu'il y a un problème de recyclage, en fait, de ces transferts de carbone. Donc, en fait, tout le carbone du sous-sol, on le sort, on le met dans l'atmosphère en le brûlant. Et en fait, la capacité de la biosphère et l'hydrosphère à recycler, eh bien, en fait, elle est trop limitée. Et donc, résultat, le CO2 reste dans l'atmosphère et donc se maintient dans ce réservoir. Et ce que ça fait, donc là, je vous montre, hein, la preuve, c'est que 80% des émissions mondiales proviennent donc de l'usage de charbon, de gaz et de pétrole. Et donc, tout ça, ça fait tout simplement augmenter la concentration de CO2 dans l'atmosphère et au-delà de la température moyenne. Bon, alors on a un sujet parce qu'en plus, le CO2, c'est une molécule qui est assez stable, en l'occurrence, et donc elle reste longtemps dans l'atmosphère, et donc l'effet associé elle comporte en fait une inertie assez importante. Et ça, cette inertie, on la voit bien qui est là sur ce graphique. Donc, on voit où on est à peu près aujourd'hui, où on est entre 1 et 1,5, et vous voyez que tous donc les traits de couleur, ce sont les scénarios de réchauffement qui sont envisagés par le GIEC. Donc, tous ces traits de couleur, hein, vous les voyez, eh bien, qu'on soit sur une trajectoire à plus 7 degrés ou une trajectoire à plus 1,5 degré, en 2050, tout le monde est à 2 degrés. Tout le monde est à 2 degrés en 2050. Donc, on sait déjà qu'en 2050, il y aura 2 degrés. Okay, donc, ça reste dans l'atmosphère. Il y a une inertie qui est très forte. Donc, voilà ce qu'il faut retenir à ce stade. Nos sociétés font face à deux problèmes de stock et de flux. Donc, en amont, la surutilisation des stocks d'énergie non renouvelables avec des flux de prélèvement trop importants. Et en aval, la saturation du stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère parce que le flux de recyclage biosphère-hydrosphère est trop faible. Et donc, on voit là que l'énergie, c'est l'économie, mais l'énergie qu'on utilise, c'est aussi le climat. Et donc, tous ces enjeux sont finalement tout à fait liés au carbone. Il y a un gros sujet là-dessus. Et donc, le carbone, où est-ce qu'il est? Donc, au niveau européen, vous le voyez, il est là. Donc, ça, ce sont des ordres de grandeur que vous avez déjà et que vous connaissez très bien. Je n'insiste pas.
ça fait à peu près 10% des émissions mondiales pour l'Union européenne, sans les importations évidemment. Et pour la France, c'est à peu près pareil, sauf que notre électricité est un peu plus clean en matière de carbone. Donc nous, notre vrai sujet, c'est les transports, l'industrie, le bâtiment et l'agriculture. Voilà, pour 1% à peu près des émissions mondiales. Alors, le réchauffement climatique, je vous l'ai dit, donc c'est un truc qui est assez inéluctable jusqu'en 2050. On est OK là-dessus. Et en fait, c'est assez difficile généralement de se représenter ce que ça signifie, quelques degrés de plus. En fait, ça implique vraiment des très grandes transformations. Donc là, vous voyez à gauche l'Europe il y a 20 000 ans, donc avec, vous voyez cette couche de glace et la majeure partie du territoire européen et français recouvert par un climat assez, enfin en tout cas la toundra est donc un climat plutôt sibérien. Et vous voyez l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, avec un climat très tempéré et très agréable. La preuve, c'est que nous y sommes très bien. Il faut savoir qu'entre ces deux périodes, ce qui différencie ces deux périodes, c'est 5 degrés d'écart. 5 degrés en 20 000 ans. 20 000 ans. C'est-à-dire qu'en 20 000 ans, les écosystèmes ont le temps de s'adapter, de se transformer. Il n'y a pas de choc, si vous voulez, il n'y a pas de rupture profonde. Imaginez ce que ça signifie, plus 5 degrés en 100 ans. Voilà. C'est ça le sujet. Alors, ce n'est pas vraiment 100 ans, puisque ça a commencé dans les années 1850-1900, donc c'est peut-être plutôt 200 ans, 250 ans, mais quoi qu'il arrive, ça n'a absolument aucun rapport avec la précédente transition. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelques degrés de plus en quelques centaines d'années, en 200 ans, c'est un choc absolument massif et ingérable déjà pour nous, parce qu'on va voir les conséquences, mais surtout aussi pour la biomasse. Et ça, on commence à le voir. Donc, évidemment, il y a le sujet d'augmentation du niveau des océans. Donc là, c'est 1 mètre de hauteur en moyenne. Alors, c'est en moyenne dans le monde en plus, donc bon, mais c'est pas beaucoup, 1 mètre. Oui, allez dire ça aux Néerlandais, ils seront contents, vous voyez. Donc ça, c'est le territoire avec 1 mètre, le Pays-Bas avec 1 mètre de plus en 2080. Bon, évidemment, il y a un problème de vague de chaleur et plus de sécheresse en Europe. Donc, à gauche, là, c'est un scénario 4,5, donc c'est un réchauffement de l'ordre de 3 degrés, 3 degrés et demi, et le 8,5, c'est plutôt autour de 6 degrés. Bon, enfin, ça varie, mais peu importe, ça vous montre un peu l'importance que ça a. C'est des gains agricoles plus faibles, alors même que la surface cultivable par habitant en Europe diminue, avec l'artificialisation des sols et l'urbanisation. Et puis, c'est tout un tas d'autres crises absolument massives que vous connaissez, avec des migrations climatiques colossales, les ressources de la pêche qui déclinent, des crises sanitaires. Alors, sans faire de liens inappropriés, mais voilà, la prolifération des parasites porteurs de maladies. Donc ça, ce qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que demain, ça ne sera pas quelque chose de plus régulier, de plus fréquent? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça pourrait être le cas. Et en tout cas, voilà, c'est la conjonction de tout ça qui va en fait faire peser sur nos sociétés et les stresser encore davantage, plus qu'elles ne le sont aujourd'hui encore. Et donc, ça, évidemment, ça va avoir un impact naturellement. Donc, je le disais sur la société, sur le corps social, mais aussi évidemment sur l'économie. Un impact à la fois direct, parce qu'une entreprise pourra peut-être plus avoir les mêmes activités, les mêmes opérations au même endroit, de la même manière, mais aussi indirect, parce que l'économie, par ailleurs, va être très affectée. Voilà, donc, en 2 mots, le changement climatique, évidemment, aussi brutal, ça entraîne des chocs systémiques qui sont ingérables pour l'économie et pour l'environnement. Et l'inertie du système implique que des changements interviendront, quelles que soient les actions entreprises aujourd'hui. Quoi qu'on fasse aujourd'hui, on aura des changements qui seront en 2050 induits par un réchauffement de 2 degrés. Mais ce n'est pas neutre. 2 degrés, ça change beaucoup, je vais vous le montrer.
Et, euh, et donc, il faut s'y préparer, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est le lien. Voilà. Donc là, la boucle est bouclée, hein. On a vu que l'énergie, c'était l'économie, que du coup, l'économie, c'est d'user l'énergie. Donc ça veut dire qu'il y a un problème sur les approvisionnements, un problème sur les externalités. Donc voilà, tout ça se boucle, tout ça est évidemment lié. Alors, avant d'aller sur les compétences de l'ingénieur, j'aimerais juste vous, parce que je m'aperçois que j'ai un petit peu de temps, je crois, juste pour vous dire qu'il est encore possible, évidemment, d'agir, chacun le sait, mais pas dans n'importe quelle condition. Donc, si on veut limiter notre impact à 2 degrés, comme c'est fixé par l'accord de Paris, ça veut dire qu'on se fixe à budget carbone, c'est-à-dire la quantité de CO2 qu'on a le droit encore de recracher dans l'atmosphère pour que la concentration de CO2 justement dans ce réservoir soit près de 450 ppm. Okay, donc ça signifie qu'on a le droit d'émettre une certaine quantité et donc qu'il va falloir considérablement réduire nos émissions. Donc vous voyez, si on avait commencé à agir en 2000, il aurait fallu réduire nos émissions que de 2% par an. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille à 10%, enfin à 6% par an. Hein, donc c'est 6% de réduction par an des émissions de CO2. Donc ça veut dire qu'il faut réduire de 6% l'énergie. Et donc, par votre conséquence économique. Vous allez voir, tout est lié en fait, c'est ça le problème. Et si on attend encore une dizaine d'années pour agir, et surtout si on stagne d'ici là, ça sera 10%, donc 10% dans 10 ans, par an. Hein, voilà. Donc, si vous voulez, le temps passe et joue contre nous, il faut agir très vite et très fort. Et donc, voilà pourquoi tout se tient. Vous connaissez cette égalité ou équation, c'est selon que nous devons à quelqu'un qui s'appelle Kaya. Et donc, les deux membres sont évidemment égaux. Donc, déjà, je vais donner une précision tout de suite. Ce raisonnement-là, il est valable, mais il faut quand même garder à l'esprit que toutes les variables, enfin, tous les membres là ne sont pas des variables indépendantes. Donc, il faut quand même modérer un peu mais ça va vous donner quand même un ordre de grandeur de la situation. Donc, on l'a dit, ça, c'est un objectif de réduction qui est entre 5 et 10% par an. OK. Alors, si on regarde la population, comment ça évolue, en moyenne, depuis les années 50, c'est plus 1,5% par an. D'accord. Qu'est-ce que ça va être dans l'avenir? Là, c'est une vraie question. Les prévisions de l'ONU là-dessus, elles sont plutôt autour de, enfin, un peu moins de 1%, mais c'est toujours des taux de croissance, hein, donc à l'horizon 2050, vous voyez. Donc, est-ce qu'on sera sur le bleu, le vert ou ça, on verra. Pour le PIB par habitant, hein, ça c'est la création de richesse, eh bien, vous voyez que ça augmente sans discontinuer depuis les années 50, d'à peu près 1,4% par an. Hein, ça, c'est la variation entre 1980 et 2015. Ça, cet élément-là, je vous l'ai présenté au début de ma présentation. C'est quelque chose qui baisse d'une manière très, très limitée. Donc là, alors c'est plus 1,3, c'est 0,9 parce que j'ai dû considérer les 10 ans avant 90. Donc c'est sur la période 1980-2015. Donc, ce qu'il faut retenir comme ordre de grandeur, c'est 1% pour l'amélioration de l'efficacité énergétique du PIB. Okay, donc ça, évidemment, ça prend en compte l'effet rebond. Et donc voilà, si vous avez une population qui augmente de 1,5% par an, un PIB qui augmente de 1,4%, qui est compensée par 0,9% d'amélioration de l'efficacité énergétique et que par ailleurs votre objectif c'est de limiter, de faire baisser les émissions de CO2 d'entre 5 et 10% par an, eh bien ça vous donne une idée du taux de décarbonation de notre énergie à laquelle il faut parvenir. Donc ça veut dire qu'un futur dans lequel les émissions de CO2 sont réduites, c'est un futur qui est très contraint. Où le terrain de jeu des entreprises, ou le terrain de jeu de la société, il est nécessairement très contraint. Il va falloir sortir très, très, très vite et très fort des fossiles, et ça n'ira pas sans certains... enfin,
ça va arriver vite et ça pourrait arriver d'une manière assez chaotique en réalité. L'idée que la transition énergétique, ça sera un long fleuve tranquille et que ça se passera sans soubresaut et sans problème, je pense qu'il est vraiment à écarter. Et donc, il y a un véritable sujet, là, pour le coup, alors que ce soit en sciences économiques, mais aussi même tout simplement pour des entreprises, et quelles qu'elles soient, puisqu'elles sont toutes insérées dans un tissu économique, eh bien, comment est-ce qu'on s'adapte à ça, hein. Donc, ça sera surtout des incertitudes, ça sera beaucoup de ruptures. Donc, considérer ces sujets pour une entreprise, c'est évidemment une affaire de stratégie. Voilà, donc ça, il faut l'avoir bien en tête. Une entreprise, d'une manière générale, ça s'appuie sur des sous-jacents physiques d'activité, hein, il y a des déterminants d'activité, que ce soit les matières premières, les chaînes d'approvisionnement, les activités de production, de distribution, et puis au-delà même les marchés, hein, les différents clients, les entreprises, eux aussi sont soumis, reposent aussi sur donc des sous-jacents physiques qui vont être, comme je le disais, contraints. Donc ça veut dire que ça soit la transition bas carbone ou que ça soit l'adaptation au changement climatique, il y a de plus en plus de risques pour les entreprises, des risques sur les opérations et des risques business. Et je prends juste un exemple qui est celui de ce grand chimiste allemand qui s'appelle BASF. Il se trouve que BASF a des usines de production donc de produits chimiques le long du Rhin et que le Rhin est utilisé comme un axe logistique important, soit pour approvisionner des matières premières, soit pour exporter la production des usines vers d'autres sites et notamment les ports de la mer du Nord. Eh bien, il se trouve que le Rhin est impropre à la navigation 4 mois dans l'année parce qu'il est trop bas, hein, plus assez d'eau. Donc ça, c'est directement lié au changement, au bouleversement du climat. Et ça a conduit BASF à déclarer tout simplement une perte de 250 millions d'euros. Et ça, c'est dans son rapport annuel en 2018. 250 millions d'euros. C'est une des premières fois que ça arrive pour une entreprise, mais voilà ce que ça signifie tout de suite pour une boîte. Voilà, donc là, il faut retenir que ce sont deux défis et transitions où l'adaptation sont des défis inévitables qui sont marqués par des ruptures et des incertitudes. Voilà. Ce ne sera pas des processus linéaires et donc ce sont des sujets de stratégie pour les entreprises. Alors maintenant, si je reviens rapidement, je ne sais pas pourquoi la slide s'est mise ici, au cas des compétences de nos amis ingénieurs. Donc, si vous voulez, ce que je vous ai présenté là, c'est un peu du B à bas, c'est des considérations assez générales sur ces sujets, mais ça dit des choses, à mon avis, qui ont peut-être déjà été dites par d'autres intervenants, mais c'est que euh, pour véritablement saisir ces sujets et surtout les intégrer dans ces activités au jour le jour, il faut être capable de comprendre le caractère systémique, et ça Nicolas Raillard a dû vous le dire, des enjeux énergie, climat, environnement. C'est-à-dire que tout se tient, tout a un impact et qu'on repose, qu'on est dans un cadre physique, si vous voulez, et qui définit un petit peu, je le disais, notre terrain de jeu. Et ça, c'est hyper important. Enfin, en tout cas, c'est mon avis et c'est ce que j'aurais aimé qu'on m'explique un petit peu. Et lorsque j'étais en école, c'est vraiment cette dimension systémique des sujets. Ensuite, il y a évidemment un sujet, à mon avis, sur les ordres de grandeur. Voilà, bien connaître les ordres de grandeur, de quoi on parle, dans quelle proportion, ça c'est absolument essentiel, hein. C'est la dose qui fait le poison. Ça c'est un élément que je pense déterminant. Donc, comprendre que toute activité s'insère dans un cadre physique, ça aussi, bon, ça je l'ai déjà dit. Et puis enfin, être capable, du coup, puisque l'ingénieur, hein, c'est aussi le technicien, eh bien, c'est d'être capable de questionner le progrès technique et les scénarios d'évolution qu'on peut être amené à étudier pour envisager l'avenir. Voilà, donc moi j'aimerais bien discuter de ces 4 points. Peut-être qu'il y en a d'autres et peut-être qu'il y a des réactions voilà, sur ces sujets. Donc je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Romain. C'était très clair et très dense. Effectivement, on va commencer avec les questions.
Euh, Est-ce que selon toi, il y a un lien opérable entre PIB et climat, donc en bypassant l'énergie? Est-ce qu'on peut faire ce lien directement? Bah, ça dépend quel est le proxy qu'on utilise. Si c'est le CO2, oui. S'il y a un lien entre le PIB et l'énergie, et comme l'énergie, c'est du CO2 aujourd'hui, il y en a un, oui. Hmm. Enfin, techniquement, voilà, oui, oui, on pourrait très bien retracer ce graphique. Euh, Évidemment, il y a un lien entre, enfin, l'activité économique, donc c'est de l'activité humaine, elle repose sur la consommation d'énergie. Tant que notre consommation d'énergie, notre usage de l'énergie, ce sera l'usage d'énergie fossile, il y aura un impact sur le climat. 80% du problème, c'est la consommation de pétrole, de gaz et de charbon. Je vais vous remontrer le graphe si je le retrouve. L'industrie, donc l'industrie, c'est le ciment, c'est toutes les industries pour lesquelles pour lesquels le processus industriel émet du CO2. Donc, par exemple, le ciment, pour fabriquer du ciment, il y a une réaction chimique qui intrinsèquement fait du CO2. C'est la réaction de, je ne sais plus quoi, calcification, je n'ai pas envie de dire des bêtises. Mais voilà. Donc, il y a des industries qui intrinsèquement émettent du CO2 en plus de l'énergie qu'elles consomment. Mais vous Hmm. voyez que 80% du problème, c'est ça. Et un petit peu d'usage des sols parce que on vient altérer la capacité de ce réservoir à recycler le carbone de l'atmosphère. Voilà. Mais donc, il y a effectivement un lien. Il y a effectivement un lien. Autre question. Oui, toujours pour rester sur le lien, alors cette fois-ci entre énergie et PIB, on entend parfois que ce lien n'est pas scientifiquement prouvé, dans le sens où tu as très bien montré qu'il y a une corrélation extrêmement forte. Par contre, est-ce qu'on a une idée des causes, du lien de causalité qu'il y a? Et est-ce que, même si on ne l'a pas établi, est-ce que c'est vraiment un problème finalement? La corrélation ne vaut pas démonstration, ça c'est certain, mais la manière dont je vous ai présenté le problème induit quand même une causalité du côté énergie vers activité, davantage que activité vers énergie. Oui, parce qu'on peut dire, bah oui, mais c'est normal qu'on consomme plus d'énergie parce qu'il y a plus d'activité. Hmm. En fait, c'est aussi vrai. Mais il me semble que le processus, c'est pas vraiment ça le sujet déjà. C'est pas une question de qui est arrivé le premier, le fou la poule, mais c'est plutôt bien comprendre quand même qu'aujourd'hui notre système économique, c'est un système de production de consommation, d'accord, et qui fonctionne avec des machines, ok, avec des tracteurs, avec des tractopelles, avec des usines, avec des data centers, avec... enfin voilà, c'est ça l'activité économique. Hein. Il y a des services qui sont autour, évidemment, mais il y a à un moment donné un sous-jacent physique, ok, et ça, c'est l'énergie. Okay. Ces machines, elles ne fonctionnent que parce que nous avons de l'énergie. Voilà. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on pourra découpler on peut sans doute améliorer ce découplage. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire. On ne l'a jamais observé. Donc, ça nécessiterait certainement beaucoup d'efforts et beaucoup d'organisation, j'allais dire, sans doute. Parce que, vous voyez, hein, il s'est passé beaucoup de choses entre 1970 et 2020. Il s'est passé des choses. Hein. On a amélioré la technologie, on a amélioré tout un tas de trucs, il y a eu des crises, etc. Bah, ça n'a pas fait bouger ce lien-là. C'est ça qu'on observe. Et donc, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que le vrai sujet, c'est le contrôle de l'effet rebond. Et contrôler l'effet rebond, bah, c'est très, 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 très compliqué, en réalité. Voilà. Donc, peu importe de savoir si c'est une relation de co-intégration, en réalité, je crois. Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne suis pas spécialiste en économétrie, mais en tout cas, faut être lucide sur le fait que notre activité repose sur des sous-jacents physiques et que c'est grâce à eux qu'elle est possible. Puisque d'après tout ce que tu nous présentes, finalement, on pourrait avoir envie de dire que c'est une décroissance du PIB qui semble obligatoire pour accomplir une réelle transition écologique, mais que cette décroissance du PIB, elle va à l'encontre des objectifs actuels de la société, des États, des entreprises en tout cas. Est-ce que selon toi, cette décroissance du PIB est obligatoire, ou alors est-ce que ça pourrait être, est-ce qu'on pourrait découpler le PIB et l'énergie,
Ou est-ce qu'il faut simplement changer le mix énergétique? Alors, il y a déjà, bon, ce que je n'ai pas précisé, je retrouve l'équation là, voilà. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que, bon, déjà, tout ça est au niveau mondial, hein. Donc, et quand tu me parles de PIB et tout ça, ce qu'il faut voir déjà, c'est qu'on parle d'un indicateur en particulier. Est-ce que l'indicateur, on dit à décroissance, etc., mais il y a véritablement une question d'indicateur. Que mesure le PIB? Il mesure des flux. Okay, c'est un agrégateur de flux, le PIB. Est-ce que c'est l'indicateur qui caractérise le bonheur et le bien-être? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'en faisant baisser le PIB, ça veut dire qu'on va être plus malheureux? J'en sais rien. Est-ce que c'est la seule façon de faire? Je ne sais pas non plus. Vous voyez qu'en réalité, ce que je dis, c'est que ce n'est pas en continuant d'augmenter la population et d'augmenter, selon la façon dont l'économie fonctionne aujourd'hui, le PIB, qu'on va régler notre problème. Je ne sais pas à quelle vitesse on va être capable de fortement réduire notre efficacité, enfin, améliorer notre efficacité énergétique, ni la décarbonation de notre économie. La vérité, c'est qu'évidemment, il faudra probablement un peu de sobriété. Et qu'un peu de sobriété, ça veut dire effectivement faire baisser, ralentir certains flux. Au niveau mondial, ça, c'est possible. Ça paraît quand même assez ouvert là-dessus. Après, il y a des activités qui vont croître, il y a des activités qui vont décroître, et c'est le bilan des deux qui fait que la fin, ça sera moins important. Voilà, ça ne veut pas dire, il y aura peut-être des pays qui vont croître et d'autres qui vont plus décroître que d'autres. Enfin bref, donc ce raisonnement-là, il marche au niveau mondial, et au niveau mondial, le PIB en soi n'a pas tant de sens que ça, je crois. Donc, oui, cet indicateur-là pourra décroître. Mais est-ce que c'est si grave et est-ce que c'est vraiment ce qui compte? Je ne suis pas certain. Après, ça peut être aussi du contrôle des populations. Voilà, si on arrive à ralentir la croissance de la population, et puis si on arrive véritablement à organiser la transition énergétique, peut-être qu'on n'aura pas besoin de tant décroître que ça. Mais en tout cas, le discours qui est de plus en plus incontournable aujourd'hui, c'est quand même celui de la sobriété. Et je trouve que pour l'ingénieur, il y a une question intéressante qui se pose, hein, qui revient souvent. C'est est-ce que la technologie va nous sauver? Est-ce que c'est l'ingénieur qui va nous sauver? La technologie ne suffira pas, probablement. Voilà ce que ça dit, et qu'il faudra sans doute aussi une bonne dose de sobriété. Mais il faut voir aussi, comme je le disais, hein, on, on vit dans une certaine forme enfin, je veux dire, d'une ivresse énergétique qui est absolument phénoménale, hein. Vous l'avez évoqué plusieurs fois, l'aspect population. Dans les scénarios qui sont travaillés, est-ce qu'il y a des scénarios où il y a une baisse de la population qui est évoquée? Si oui, de combien? Vous avez parlé de contrôle de la population. Est-ce que ces scénarios-là, ils sont sur la table? Et si oui, est-ce qu'on a des ordres de grandeur de baisse de population qu'il faudrait, etc., etc.? Non, alors, je vous dis, c'est un sujet qui est un peu compliqué. Non, je crois que... alors, plusieurs choses. Lorsque vous regardez des scénarios, aujourd'hui, vous regardez des scénarios qui s'intéressent à l'évolution du monde en considérant une transition énergétique. Parce qu'essentiellement aujourd'hui, ces scénarios que vous avez, ce sont des scénarios de transition. Il y a peu de scénarios qui prennent en compte les conséquences du changement climatique sur l'économie, d'accord? Donc les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie ou les scénarios du GIEC, ce sont des scénarios qu'on appelle de transition parce qu'ils décrivent tout simplement une transition vers une société bas carbone, donc à des rythmes différents et en mobilisant des technologies. Alors, il y a plusieurs cas de figure et ça dépend de l'exercice que vous voulez faire en fait. Les scénarios dont je vous parle, ils ont été faits pour une raison assez précise, qui est le dimensionnement et l'évaluation des politiques publiques. En d'autres termes, pour vous donner un exemple très concret, ça peut être, c'est quoi le bon prix du carbone pour avoir une transition énergétique qui permet de limiter le réchauffement à 2 degrés. Voilà, ça, c'est l'exemple de questions auxquelles les scénarios doivent répondre. Et donc, si vous voulez, ces scénarios, ils doivent du coup être comparés entre eux. Donc, on ne peut pas faire varier, pour que l'exercice soit pertinent,
de ce point de vue-là, d'analyse et de dimensionnement des politiques publiques, on ne peut pas faire varier trop de paramètres. Okay, donc, des paramètres aussi structurants que sont la population, mais aussi le PIB. Vous voyez, dans la plupart de ces scénarios, lorsque vous les comparez entre eux, ils partagent tous les mêmes hypothèses de PIB et de population. Donc ça, c'est le premier point. Et pour cette raison-là, les considérations futures sur la population sont assez homogènes et elles sont produites par l'ONU. Et l'ONU produit généralement une prévision moyenne, une prévision haute et une prévision basse. Les prévisions de l'ONU ne prennent pas non plus en compte ni la transition, ni le changement climatique. Ce sont juste simplement des prévisions qui sont faites comme ça. Donc ça encore, je ne sais pas si les dernières projections le font ou pas, mais de mémoire, elles ne le font pas. Donc, si je dois résumer ma réponse, aujourd'hui, dans un scénario de l'Agence internationale de l'énergie, la population continue à croître de à peu près 1% par an jusqu'en 2050. Donc, ce sont des scénarios dans lesquels les tendances actuelles sont prolongées. Il existe des scénarios, et notamment certains scénarios qui sont regardés par le GIEC, dans le cadre de son groupe 3. Et donc, selon le futur qui est regardé, les courbes de population sont différentes. Et ça, vous voyez, par exemple, les 3 courbes que j'ai prises là sont issues de 3 scénarios. Donc, il y a vraiment un cas où ça continue à augmenter, un cas où ça se stabilise à l'horizon 2100 et un cas où ça rebaisse. Ça rebaisse parce qu'on considère que la transition démographique des pays en développement a été achevée, etc. Donc, en fait, si vous voulez, il n'y a pas de certitude sur le paramètre population. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'horizon 2050, l'ONU donne un écart qui est de l'ordre de 1 milliard d'individus sur la planète, entre la prévision basse et la prévision haute. Donc, il y a une certaine forme d'inertie dans la taille de la population et dans sa croissance. Okay, mais après 2050, il y a quand même des choses qui sont regardées. Mais en tout cas, c'est généralement un sujet très compliqué qui est assez peu abordé dans les scénarios, quoi. Là, vous parlez d'incertitude. Donc, dans tous ces scénarios et dans tous ces prévisions, on a beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'aujourd'hui, d'un point de vue économique, on peut affirmer qu'il est plus rentable de s'attaquer au changement climatique aujourd'hui que de se dire on attend que ça se passe et on règle les problèmes dans 20 ans, dans 30 ans? D'un point de vue économique, est-ce qu'on peut chiffrer les 2 scénarios? Alors, si vous posez une question qui est très intéressante et qui est celle de la modélisation, justement, du comportement du système économique sous l'influence, donc, à la fois de la transition bas carbone et du changement climatique à l'œuvre. Et pour le coup, il y a certains travaux qui ont été conduits, notamment certains ont été récompensés par un prix Nobel. C'est le cas des travaux de William Nordhaus, dont vous avez sans doute entendu parler aussi, qui est qui a fait un modèle qui s'appelle DICE, D-I-C-E, et qui comporte une boucle de rétroaction climatique, ce qu'on appelle une fonction dommage, une fonction dont le paramètre d'entrée est la température, une élévation de la température, et qui est censée vous donner la variation associée de création de richesse, l'impact que ça a sur l'économie et la création de richesse. Bon. Donc, vous voyez que pour répondre à votre question, est-ce que c'est plus intéressant de s'occuper du changement climatique maintenant que d'attendre qu'il arrive? Donc, une espèce d'approche un peu coût-bénéfice. Elle repose énormément sur votre capacité à modéliser ce que va véritablement dire, l'impact que va véritablement avoir la transition bas carbone et le changement climatique sur votre système. Et donc, il y a vraiment une question de représentation. Okay, pour le cas du changement climatique, c'est un peu compliqué à calibrer ce genre de fonction, parce qu'en fait, c'est jamais arrivé avant. Alors, on est quand même capable, à partir de données historiques, d'essayer de dire, voilà, si la température augmente de temps, peut-être qu'on va baisser un peu de manière sur le PIB, mais c'est très compliqué. Donc, en fait, si vous voulez,
c'est un peu du doigt mouillé, quoi. Enfin, je caricature un peu là, mais il y a un peu de ça. En tout cas, la fonction dommage de Nordaos a été abondamment critiquée et l'est toujours. Euh, Nordaos, dans son dernier modèle, par exemple, il vous explique que le point d'équilibre coût-bénéfice, hein, il se situe autour de 3,5 degrés. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que ça coûte moins cher, hein, ça coûterait moins cher de préparer le changement, enfin de réduire le changement climatique tant que celui-ci serait au-dessus de 4 degrés dans l'avenir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, il y a plusieurs questions qui se posent dans ce modèle. Il y a la question des fonctions dommages, donc je vous disais qu'il y a un petit problème de calibration et de détermination dans la forme. Il y a la question du taux d'actualisation, votre préférence pour le présent. Je crois que dans Nordaos, le taux il est entre 3 et 5 %. Donc ça veut dire qu'évidemment, ça écrase tous les coûts à horizon 50 ans, hein, qui ont lieu, parce que tous les vrais coûts d'adaptation, en fait, finalement, ils sont projetés après 2040, hein, donc à 5 % par an, c'est vite écrasé. Voilà, donc en fait, il y a vraiment cette question et qui est très, très, très débattue et discutée aujourd'hui, hein. D'ailleurs, je pourrais vous en parler beaucoup plus longuement, mais cette question des les modèles qui sont utilisés aujourd'hui, que ce soit par par les grandes institutions mondiales, hein, type Agence internationale de l'énergie ou d'autres, par les pouvoirs publics, par les banques centrales, etc., ce sont des modèles qui, d'une manière générale, négligent très fortement ces aspects-là. Voilà. Donc il y a un très 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 gros sujet là-dessus. Et ce sont des modèles aussi qui ne représentent pas très bien la manière dont l'économie pourrait se comporter face à une transition bas carbone très rapide. J'aimerais revenir sur parce que ce graphique, il est quand même vraiment exceptionnel. Vous voyez ce graphique-là, le lien PIB pétrole. Essayez de vous remémorer ce que représente le choc pétrolier 73 et 79. Essayez de vous remémorer le choc que ça représente pour l'économie mondiale. Enfin, on a quand même lancé un programme électronucléaire en France pour ça. Je veux dire, il s'est passé quand même des trucs à ce moment-là. Là, on parle d'un vrai choc. Okay, regardez ce que ça a fait sur l'alignement. Ça n'a rien changé, quasiment rien. Imaginez-vous le choc qu'il faudrait pour que ça bascule de l'autre côté. C'est ça la vraie question. Eh ben, aujourd'hui, pour tout vous dire, il y a les modèles qui visent à représenter ces transformations, ils sont vraiment à la peine, ça ne marche pas très bien, et donc il y a un vrai sujet, il y a un vrai sujet là-dessus. Donc, est-ce que il vaut mieux agir maintenant que demain? L'ingénieur vous dirait sans aucun doute. Le citoyen aussi. En tout cas, les outils avec lesquels ceux qui vous disent non, non, on peut encore attendre, eh bien, sont pas très robustes, ce qui fait que leur propos est très discutable. Et justement, vous avez parlé de cette fonction de dommage, etc. Dans cette fonction de dommage, elle ne prend en compte que la partie économique ou est-ce que tous les aspects, perte de biodiversité, les écosystèmes qui jouent des rôles majeurs dans le monde, etc., tout ça, est-ce que c'est chiffré ou pas du tout? Ça dépend du modèle. Vous voyez par exemple le modèle de Nordaos, le DICE dont je vous parlais, c'est un modèle qui est très agrégé. Il y a un secteur ou deux dans l'économie, il doit y avoir un secteur producteur d'énergie, un secteur consommateur. Et donc, si vous voulez, ce sont des modèles macroéconomiques. Donc, où en fait, le souci, ce n'est pas tant le détail, mais plutôt les ordres de grandeur l'objectif, ce n'est pas tant de vous expliquer qu'on va perdre tant de dauphins et qu'il n'y aura plus de poissons et je ne sais plus quoi, enfin, vous voyez, mais plus de vous dire, bon, voilà, d'une manière agrégée, les conséquences que pourrait avoir une augmentation de la température sur l'économie. Donc oui, quelque part, c'est un peu difficile à expliquer comme ça, sans équation et sans... mais d'une manière générale, la fonction... je crois que c'est une fonction quadratique de la température. Hein.
C'est une variation de PIB en fonction d'une variation de température. Donc voilà ce que ça sort en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'ils négligent nécessairement la conséquence de la baisse de biodiversité, etc. Moi, je pense, mais c'est simplement qu'en fait, le modèle n'est pas suffisamment désagrégé pour considérer ces choses-là, quoi. Donc, c'est ça, en fait. Vous avez montré dans votre exposé l'évolution de l'énergie exponentielle. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment crédible de penser que la société elle va changer suffisamment pour diminuer l'énergie comme les scénarios le montraient là du GIEC? Ça, c'est une première question. Et il y a une seconde question il y a beaucoup de questions sur le chat là, sur le mix énergétique. Et est-ce que vous pensez qu'il suffit, entre guillemets, de changer le mix énergétique, de rajouter de l'éolien, du solaire, du nucléaire, etc., pour maintenir un niveau de société ou encore une fois, la décroissance, elle est obligatoire si on veut s'en sortir? Et je ne sais pas. Moi, ce que je dis, c'est que l'énergie, elle existe, ok, on peut l'utiliser, elle est de plus en plus difficile à aller chercher parce qu'on a besoin de toujours plus, et donc comme la plupart ce sont des énergies de stock, voilà. On parle, donc il y a une question de limite physique, de ressources, hein. Et puis rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est la dose qui fait le poison. Aujourd'hui, on parle beaucoup de remplacer les fossiles par du renouvelable, donc c'est peut-être possible. J'en sais rien. Je veux dire, moi, je ne suis pas un modélisateur expert de ces sujets. Ce que je dis simplement, c'est que ce qui représente aujourd'hui que à peu près 2% de la production d'énergie dans le monde, okay, donc c'est encore une fois très marginal. C'est peut-être souhaitable que ce soit plus, mais c'est très marginal. Mais ce n'est pas non plus gratuit. Enfin, gratuit en termes de ressources. Pour fabriquer des éoliennes ou fabriquer des panneaux solaires ou les transporter, les installer, les déployer, etc., vous avez aussi besoin d'énergie. D'ailleurs, c'est la fameuse notion de taux de retour énergétique. Vous avez aussi besoin de ressources. Hein. Il faut faire des fondations aux éoliennes. Il faut les... Voilà, donc tout ça, si vous voulez, plus ça va grossir, plus ça va se déployer, et plus on va s'apercevoir qu'à un moment donné, ça ne va peut-être pas reboucler. La vraie question qu'il faut se poser, c'est ça, c'est est-ce que ça peut reboucler? Est-ce que nous disposons suffisamment de ressources accessibles qui assurent un développement équilibré, etc. Parce que, je ne sais pas moi, par ailleurs, pour couvrir le monde de panneaux solaires, il faut couper toutes les forêts, bah, à un moment donné, ça va se poser aussi, il y aura un problème, il y a une question d'usage des sols, etc. Bref, c'est ça la dimension systémique des choses et le cadre physique dans lequel on se place. C'est ça, en fait, qui doit guider la réflexion et à mon avis, qui est vraiment au cœur de notre discussion aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de réponse très précise à vous donner. Je pense que encore une fois, je pense qu'il ne sera pas, sans doute pas possible, mais là c'est une conviction qui, pas une conviction, c'est plutôt quelque chose que je pressens, on va dire, que ça va être quand même difficile de remplacer du 1 pour 1 et de dire, bon, bah, le pétrole, le gaz, le charbon, on va remplacer tout ça, et les infrastructures et tout ce qui va par, que ce soit du nucléaire ou autre chose, hein, d'autres types d'énergie décarbonée, on ne réussira pas probablement, je pressens que ça sera un petit peu compliqué, et surtout dans l'échelle de temps dont on dispose. Donc, je ne veux pas avoir un discours trop pessimiste, mais vous voyez vous-même l'étendue du problème. Hein. Ça représente 14 milliards de tonnes équivalent pétrole par an qu'on produit et consomme. Okay, là-dessus, il y a 80% pétrole, gaz, charbon. Donc, le remplacement, ça ne va pas se faire comme ça. Ça veut dire, rendez-vous compte, ça veut dire transformer nos infrastructures, ça veut dire changer la manière dont on se déplace, dont on se chauffe, dont on se loge, dont on se nourrit aussi. Enfin, voilà, c'est des transformations qui sont extrêmement importantes, qui ne sont pas impossibles en soi, mais qui vont nécessiter une organisation forte, probablement un État
un État un peu plus dirigiste et planificateur, hein. Il y a cette question aussi qui se pose, donc de la société dans laquelle on se trouve, comment est-ce que les décisions sont prises, avec quelle efficacité, etc. Enfin bref, il y a des questions la plus politiques qui arrivent, mais qui évidemment se posent. Alors voilà, donc je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Et quoi qu'il arrive, je pense que c'est un projet qui est formidable. Enfin, c'est un projet qui fait sens, quoi. Je veux dire, une fois qu'on a vu ça, qu'on a vu ces problèmes, les proportions, les enjeux, on n'a qu'une seule envie, c'est de s'y coller, quoi. Oui, Romain, est-ce qu'on connaît, enfin, tu avais montré la falaise de Leroy, là. Est-ce Ouais. que l'on connaît la résilience de l'économie française et par extension des entreprises face à une falaise énergétique qui serait subie face à une chute drastique finalement d'une énergie qui serait bon marché? Alors, l'énergie bon marché, c'est l'énergie, moi je le dis au sens physique du terme, hein, c'est la capacité, enfin, c'est la quantité d'énergie qu'il faut pour aller chercher l'énergie. Donc, il y a deux choses à voir, hein, sur cette falaise-là. C'est déjà que, en fait, en soi, l'IROI, il n'est pas figé dans le temps. Donc, c'est pas du tout impossible que l'IROI, par exemple, des panneaux solaires, il s'améliore, hein. Ça, c'est pas impossible non plus. C'est pas impossible que. Enfin, je veux dire, c'est pas figé dans la physique, ça dépend aussi du niveau de la technologie, hein. Bon, il y a des papiers qui commencent à sortir sur ces sujets-là. Bon, néanmoins, d'une manière générale, c'est des processus qui sont quand même un peu lents. Et est-ce qu'il faut miser sur une amélioration technique pour enfin, imaginer ou supposer pour résoudre notre problème? C'est ça aussi le sujet, hein. Là, ce que je vous montre dans ma présentation, c'est qu'il y a aussi ce questionnement qu'il faut avoir, c'est est-ce qu'il faut tout appuyer, tout justifier et dire que c'est la technologie qui va nous sauver. Ça, c'est une croyance qui est assez difficile à casser parce qu'elle vient remettre en cause énormément de choses qui constituent notre conception de l'humain et du progrès, etc. Bon, malgré tout, face aux enjeux, on est forcé un petit peu de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Alors, sur cette question de c'est quoi l'IROI au-dessous duquel on ne peut pas aller si on veut que tout ça ne se casse pas la figure. Donc, j'en sais pas grand-chose. Je sais qu'il y a des gens qui sont amusés à le calculer, ce chiffre-là, et qui se situerait qui le situerait autour de 10. Voilà. Ce qu'il faut voir, hein, c'est que une société, plus elle est complexe, plus elle est consommatrice d'énergie. Voilà. Et donc, plus l'énergie et plus sa structure dépend de la facilité avec laquelle on va trouver l'énergie. Bon, bah, si l'énergie elle est plus difficile à trouver, ça vient un peu casser les fondements, quoi. Donc, vous voyez, aujourd'hui, si demain il y a une rupture d'approvisionnement en pétrole, il y a un problème en France, hein. Si demain il n'y a plus de pétrole qui rentre en France, en attendant, vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire que tout s'arrête. Il n'y a plus de transport, ou presque plus. C'est pire que c'est pas le confinement, là, mais c'est pas loin, hein. Enfin, c'est pire que le confinement, d'ailleurs, je pense. Donc, il y a effectivement, on sent en fait, on perçoit notre dépendance à ce type d'énergie facile et accessible, et on perçoit la fragilité de notre société face à des énergies plus difficiles comment dire, à se procurer, la fragilité des services essentiels de la société, la santé, parce que c'est bien ça dont on parle. Il ne s'agit pas de sauver la planète pour sauver la planète, c'est de sauver nous, c'est de sauver notre civilisation, c'est de sauver ce qu'on est. Bref, et donc sauver l'éducation, l'école, voilà, la culture, la paix aussi, hein, j'allais dire, puisque généralement c'est quand même un peu ça le problème. Bref, on sent bien qu'il y a un travail de résilience à faire et de renforcement de cette résilience. Ouais. Et donc de baisser peut-être, on peut le voir comme ça, c'est cette IROI limite en dessous duquel on peut pas aller.
Voilà. Comment un ingénieur peut-il finalement à son niveau agir pour faire réduire l'utilisation des énergies fossiles, sachant que si dans son travail du quotidien, il contribue à la réduction de ressources ou de carburant nécessaires à l'usage ou à la fabrication d'un produit, il ne maîtrisera cependant pas les effets rebonds. Donc selon toi, quelles sont les compétences que tu imaginerais indispensables pour un tel ingénieur pour qu'il puisse faire intégrer cette dimension dans son entreprise, que ce soit des compétences scientifiques, de sciences humaines? Non, mais alors, comment dire? Non, c'est sûr que l'ingé enfin, ouais, on parle de quoi là? Parce que je pense qu'il est nécessaire, lorsque l'ingénieur est à l'école, qu'on le sensibilise et qu'on lui fasse bien comprendre ce que je viens de présenter, à la fois que donc que tout est, qui s'inscrit dans, enfin, que ces enjeux sont des enjeux de nature systémique, globale, ok, et que toute activité s'inscrit dans un cadre physique. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument comprendre. Je ne dis pas que c'est en ayant ces compétences et cette sensibilisation qui va changer le monde. Après, il y a d'autres choses à faire, il y a ses convictions et qui entrent en ligne de compte. Après, l'ingénieur qui est dans son entreprise aujourd'hui, et qui est désespéré parce que la boîte dans laquelle il bosse fait pas grand-chose pour le climat ou pour s'adapter et se préparer au choc dont j'ai parlé. Bon, bah, lui, ce qu'il peut faire à son échelle, évidemment, c'est assez limité, hein. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est bien ça l'origine peut-être de ces crises de conscience et qui traversent autant d'ingénieurs aujourd'hui. Et moi, le premier, hein, parce que je ne l'ai pas dit, mais moi, j'ai travaillé après les arts et métiers, j'ai fait pétrole et moteur et je me suis embarqué chez un groupe pétrolier. J'ai travaillé sur des plateformes, etc., pendant presque 4 ans, 5 ans. Donc, j'ai contribué à ça, j'ai eu ma révélation et j'ai changé de secteur et j'ai fait autre chose. Voilà, donc voilà, typiquement, ça peut être ça aussi. Euh, donc une forme d'action. Il y a l'embauche, hein, vous pouvez, enfin les ingénieurs à l'embauche, ils peuvent choisir. Alors évidemment aujourd'hui, comme la crise économique est passée par là et qu'il faut manger malgré tout, c'est un peu difficile de cracher sur du travail. Mais voilà, il y a des démarches qui existent aujourd'hui un peu plus citoyennes, celle du réveil écologique, ce que fait l'INSA aussi, c'est important, de la formation, c'est absolument essentiel. Lorsque demain les ingénieurs INSA seront aux manettes des grandes entreprises françaises, parce que Polytechnique n'aura rien fait, euh, et ben, euh, ils prendront les bonnes décisions parce qu'ils auront été sensibilisés à ça et ils s'en rappelleront. Voilà, il y a aussi ce sujet-là. Voilà, donc il faut le voir dans cette perspective. Alors maintenant, je reprends le cas de mon ingénieur voilà, qui est directeur de son département et qui trouve que sa boîte ne fait pas grand-chose et que ça le désespère parce qu'il contribue finalement au problème, parce qu'il vient d'avoir en plus 2 enfants et donc il se demande comment est-ce qu'il va faire pour sauver leur peau. Bah, lui, ce qu'il peut faire, c'est faire un lobbying intense dans sa boîte pour que déjà ses patrons, ses chefs, F ou de FE évidemment, comprennent le sujet. Donc déjà, fasse tout simplement un bilan carbone, ne serait-ce que ça. Voilà, de comment est-ce qu'on dépend du problème, où est le problème, où est-ce qu'il se situe. Et puis ensuite, à partir de là, qu'on identifie les sujets, qu'on se projette un petit peu dans l'avenir en faisant un peu de prospective et en se disant, voilà, je me confronte dans un avenir dans lequel il y a du changement climatique, de la transition, etc. Puis je vois comment le business model de ma boîte peut changer ou va être affecté. Et puis, si on s'aperçoit que, oui, s'il se passe ça, on ne pourra plus vendre ça ici, puis les mecs ne pourront plus l'acheter. Et puis, nous, en plus, les ouvriers ne pourront plus travailler dans cette usine parce qu'elle va être recouverte par 3 mètres de flotte. Voilà, du coup, ils vont prendre les bonnes décisions et ils vont s'adapter. Ce que je veux dire, c'est que par là, c'est qu'une entreprise, sa raison d'être, c'est de créer de la valeur, et c'est de créer de la valeur dans le temps, a fortiori. Et c'est par ce bout-là qu'il faut le prendre. Un monde à 4 degrés, il est bon pour personne, ni pour les entreprises, ni pour les citoyens. Il est bon pour personne. D'ailleurs, c'est le patron d'AXA qui disait ça, un monde à 4 degrés, moi, je ne l'assure pas. Une entreprise, son business, à 4 degrés, il n'y en a plus. Donc, elle va se dire, ah ben merde, il n'y a plus de business à 4 degrés, donc peut-être qu'il faut faire quelque chose pour qu'on reste à 2 degrés. Voilà. Donc, voilà le rôle de l'ingénieur là-dedans, il est citoyen, il est,
je ne sais pas comment répondre bien à cette question. Hein. C'est pas facile. Moi, je peux vous donner l'exemple voilà, que j'ai suivi, c'est celui de m'engager dans ce think tank et puis de m'intéresser à ces sujets. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait pour racheter mon âme. Mais ce n'est pas ouvert à tout le monde, mais il y a plusieurs manières d'agir de l'intérieur. D'ailleurs, je pense que l'idée qui consiste à ne pas aller chez les entreprises qui sont soi-disant trop sales, ça peut marcher, mais à une certaine limite, il faut aussi être capable de changer de l'intérieur. Ouais. Merci pour ta réponse. En plus, je pense que ça rebondit sur les notions d'éthique et de responsabilité de l'ingénieur qu'on met vraiment en valeur dans ce projet. Je passe à une autre question sur différents outils. Est-ce que tu penses que les outils tels que la taxation carbone, les outils de comptabilité carbone en général, les quotas CO2, est-ce que tu penses que c'est des outils qu'il faut enseigner, qui sont utiles déjà, et est-ce qu'il faut les enseigner selon toi dans les écoles d'ingénieurs? Deux choses. Compter le carbone, oui, ça c'est absolument essentiel, parce que c'est vraiment comme ça qu'on comprend de quoi on est dépendant. Enfin, comment est-ce qu'on en dépend? Je vais vous prendre un exemple très simple. Là, je vais raisonner à l'échelle d'une entreprise. Après, je parlerai des questions de taxes, de quotas, etc. Aujourd'hui, une entreprise, lorsqu'elle fait son bilan carbone, elle mesure deux choses. Elle mesure son empreinte directe, donc, c'est-à-dire, voilà, on va prendre un exemple d'un constructeur de voitures thermiques. Donc, son empreinte directe, c'est l'énergie, enfin, c'est les émissions de CO2 qui sont induites par la fabrication des voitures. OK ? Et donc, c'est ce qu'on appelle les émissions directes. À côté de ça, il y a les émissions indirectes qui sont liées à la consommation d'énergie et de chaleur. OK ? Mais bon, ça, c'est un peu lié aussi à ça. Et il y a les émissions indirectes, ce qu'on appelle le scope 3, donc qui sont liées à l'usage des produits que vend l'entreprise. Donc, vous voyez qu'un constructeur de voitures thermiques, son empreinte carbone, elle va surtout être dans l'usage. Donc, ça va surtout être du scope 3, donc des émissions indirectes. Émissions indirectes dont juridiquement, elle n'est pas responsable, parce qu'elle ne peut pas aller dire au gars à qui elle vient de vendre une voiture, écoute, là, tu ne peux plus faire comme ça, parce que c'est là, tu ne peux plus conduire la voiture de telle façon ou telle façon. Maintenant, il l'a acheté, c'est sa voiture, il fait ce qu'il veut. Néanmoins, donc, si jamais la société évolue et que cette entreprise ne se prépare pas à cette évolution, une évolution qui irait vers un renchérissement du carbone, voire à une interdiction peut-être de ce qui est trop carboné. Donc, si elle ne se prépare pas à ces évolutions de la société, à la manière dont les clients vont aussi changer leurs habitudes de consommation, eh bien, elle va se retrouver le bec dans l'eau le moment venu où personne ne voudra plus acheter ses voitures thermiques. Et donc, si l'entreprise est maligne, elle ne va pas se contenter de regarder que les émissions dont elle est responsable directement, elle va aussi regarder les émissions qui sont indirectes pour se dire, mais oui, je dépends du carbone parce que mes produits sont très carbonés. Et si demain, on veut décarboner, je ne pourrai plus vendre ces produits. Il va falloir que j'en fasse d'autres. Donc, c'est hyper important de regarder ceux dont on est responsable, mais aussi ceux dont on n'est pas responsable, ou responsable du moins indirectement. Donc ça, réaliser ce travail de compréhension d'où dépend, enfin de comment les différents processus dépendent du carbone et à quel moment le carbone intervient, à mon avis, c'est essentiel. Ça donne la photo. C'est la photo de départ, voilà. Et ça peut aussi vouloir dire où on veut aller. Et le où on veut aller, là, donc il y a une partie d'objectif, mais il y a aussi une dimension un peu scénarisée. C'est ce que j'appelle la prospective. C'est peut-être un mot impropre. C'est juste pour dire, l'avenir est incertain, il peut être marqué par des ruptures, il faut que je me prépare à tout un tas de futurs différents et possibles. OK, mais toujours dans cette perspective de réduire mon dépendance au carbone. Et donc là, c'est le film, quoi, si vous voulez. Donc voilà, c'est comment j'intègre mes risques et tout en décarbonant. Voilà. Donc ça, c'est pour une entreprise. Donc hyper important d'avoir cette comptabilité carbone et de bien voir à chaque moment où est-ce que le carbone intervient dans ma chaîne de valeur, dans mes opérations et mes approvisionnements. Première chose. Donc oui, essentiel, à mon avis, d'apprendre à faire un bilan carbone. Ou de moins de comprendre ce que c'est, de savoir ce que c'est les émissions, les scopes d'émissions directes, indirectes. Tous ces sujets-là, c'est à mon avis effectivement hyper important.
sur les éléments de taxes et de quotas. Alors, il y a beaucoup à dire là-dessus aussi. Donc ça, ce sont des mécanismes de régulation qui sont mis en place par les États pour, comment dire, pour donner un prix à une externalité, quoi, pour donner un prix au carbone, tout simplement, dans le but de renchérir ce qui est carboné par rapport à ce qui ne l'est pas. Bon. Donc oui, ce sont des dispositifs réglementaires qui sont très intéressants. D'ailleurs, certaines entreprises utilisent des choses assez similaires en intégrant un prix du carbone dans l'évaluation de leurs projets. C'est-à-dire que, je sais pas, ils mettent la tonne de carbone à 50 €, et en faisant le bilan carbone du projet, etc., ils s'aperçoivent qu'il y a certains projets qui ne sont pas rentables avec une taxe carbone à 50 €, et donc qu'il faut trouver des solutions peut-être plus décarbonées. Ça, c'est aussi un moyen. Mais donc oui, il faut connaître un peu tous ces outils, ça me paraît essentiel, tout en gardant néanmoins à l'esprit que que ces outils-là ne font pas une politique. Et typiquement, vous voyez, en France, il y a une taxe carbone et on a essayé de l'augmenter. Et c'est ce qui a allumé la mèche d'une détresse sociale, une contestation sociale hyper importante. Mais même si ce n'est pas le fond du problème, mais c'est malgré tout ça qui a allumé la mèche. Vous voyez. Donc il y a des problématiques derrière de nature sociale et politique qui entrent en ligne de compte et qu'il faut bien considérer. La taxe, ce n'est pas une politique. Si vous faites une taxe sans expliquer aux gens pourquoi il y a cette taxe, comment est-ce qu'elle s'insère dans un projet politique plus global qui regarde le long terme et qui fixe des objectifs et dont on explique que la taxe sert à cet objectif-là, ça ne marchera pas. Et c'est ça qui s'est produit. Et donc, on a un peu trop souvent l'habitude de se planquer derrière ces outils-là. Bon, on va mettre une taxe et puis on va bien voir ce qui se place. Et en fait, non, ça ne marche pas. Mais néanmoins, il faut les connaître. Et je pense que c'est important. Le système de quotas européen, chacun sait que le prix du carbone est trop faible pour que ça ait un véritable impact, donc les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous. Mais ça fait partie donc des outils qui sont dans les mains des régulateurs pour infléchir un peu la situation. Voilà. Mais ça ne suffit jamais. Ce n'est pas les seules choses qu'il faut faire. Il faut aussi regarder, avoir une vision plus, je disais, scénarisée et prospective de l'avenir, une évaluation, une compréhension des risques et des opportunités aussi beaucoup plus fortes. Voilà. Si vous avez encore 5 minutes, une dernière question qui me paraît intéressante. Vous avez dit, forcément, si on veut rentrer dans les clous, il faut baisser les émissions de CO2. Vous avez parlé de 6% par an de CO2 en moins, aujourd'hui 10% dans quelques années. Aujourd'hui, on a une belle crise Covid-19. C'est combien de baisse de CO2, d'émissions de CO2 le Covid, là, on sait. Le fait que l'économie est ralentie, qu'on a été confiné, est-ce qu'on peut chiffrer au niveau mondial la baisse de CO2 et donc est-ce que le Covid va nous sauver ou pas? Je crois que, je ne sais pas, peut-être que je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est de l'ordre de 4-5%. D'accord. Donc c'est presque ce qu'on devrait faire chaque année au niveau mondial. D'accord, donc il nous faut un Covid annuel. Mais c'est un peu ça l'idée, ouais. Ça donne en tout cas l'ordre de grandeur de ce que ça représente. Ouais. Oui, c'est un peu ça, c'est ça, oui. Bon, c'est une comparaison qui… Mais oui, c'est… Mais ça montre bien le ralentissement de l'économie qu'il faut colonner, quoi. Mais, encore une fois, je pense que ça montre bien que si on ne s'organise pas, si on ne le planifie pas, si on n'y pense pas et si on ne déploie pas tous les outils d'une manière volontariste, eh ben oui, on va se prendre des gifles tout le temps. C'est certain, ça. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour être plus résilient. Je vous l'ai dit, la décroissance du PIB au niveau mondial, peut-être est-elle… Enfin, la diminution de la croissance, la stagnation et peut-être une décroissance, elle est peut-être
inévitable. Je n'en sais rien, je ne connais pas l'échelle de temps et je ne voudrais pas me prononcer là-dessus parce que ce serait probablement une bêtise. En revanche, ce que je sais, c'est que en préservant notre bien-être, en étant sans doute un peu moins gourmand et un peu plus sobre, mais comme l'était peut-être, je ne sais pas moi, j'ai pas l'impression que, enfin nos grands-parents, mais je ne veux pas jouer les vieux schnocks, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est pas parce qu'on va être un peu plus sobre, qu'on va s'organiser pour être plus résilient, qu'on va être plus malheureux. Et même si au final, ben, notre PIB, il y a peut-être des crues de 0,5%, peut-être qu'il a stagné, etc. Vous voyez, en fait, tout est une question d'indicateur. La décroissance, c'est pas la fin. C'est pas le. Et puis encore une fois, on parle d'un indicateur bien particulier. Moi, je crois que l'essentiel, enfin, on devrait se concentrer sur la manière d'être plus résilient, de faire des choix difficiles. Il y a des choix difficiles à faire aujourd'hui dans notre économie, dans notre société. Vous voyez, j'ai participé à un rapport donc, au Shift sur la question de l'aviation. Et je me suis posé, enfin, on s'est posé la question avec tous ceux avec qui on a travaillé sur ce rapport, parce que je n'ai fait que coordonner la réalisation. On s'est intéressé, OK, si demain on veut réduire de 5% les émissions de CO2 par an de l'aviation, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, on a regardé les solutions techniques qui étaient à disposition, qui étaient raisonnablement accessibles. Donc, bon, on n'a clairement pas considéré l'avion solaire ou ce genre de truc, hein, à grande échelle. Et voilà. Mais on a regardé toutes les options techniques qu'il y avait pour décarboner. Puis après, on s'est aperçu, bah oui, bah, on a fait 25% du problème. Donc, 75%, ça va devoir être davantage de sobriété. Et donc, davantage de sobriété, ça veut dire moins de vols d'avions, ça veut dire moins de passagers, ça veut dire tout ça. Ça veut dire donc une réduction, quelque part, du marché. Ça ne veut pas dire qu'on tue le marché, mais ça veut dire qu'on le réduit. Qu'il faut fabriquer des avions qui soient plus économes, peut-être un peu moins gros, etc. Bref, je ferme la parenthèse. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça va nous conduire à faire des choix difficiles. Il y aura de la casse en emploi, donc il faut penser à la manière dont on va former les gens, dont on va faire les transferts entre industries. Il y a un article du Point qui est sorti il n'y a pas longtemps, les Suisses, les pilotes d'avions suisses, il y a des syndicats qui commencent à regarder s'ils ne pouvaient pas se recycler pour être pilote de train. Bon, bah, pourquoi pas? J'en sais rien. Les ingénieurs qui aujourd'hui, je dis une bêtise, je n'ai pas du tout envie que l'industrie aéronautique française se casse la figure, loin de là. Mais un ingénieur aéronauticien, peut-être qu'il peut travailler demain, je ne sais pas moi, dans l'industrie nucléaire, parce que c'est aussi des systèmes complexes. Alors c'est très différent, je sais, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais je veux dire par là qu'il faut aussi organiser les transferts de compétences, les formations, l'emploi. Il faut penser à tout ça. Il faut organiser tout ça. Il faut être à la fin plus résilient. Et ça, c'est le projet qu'on doit, je pense, auquel on doit s'atteler le plus. Et bah, le PIB, on verra ce que c'est. Et puis, peu importe, quoi, j'ai envie de dire, c'est pas le sujet. Voilà, donc cette question de l'organisation et de la préparation, elle est absolument cruciale. Ça, c'est un travail pour le seul acteur qui est capable d'envisager le long terme. Cet acteur-là, c'est l'État. L'État doit être visionnaire là-dessus. Merci beaucoup. On va conclure là-dessus, sur ces mots qu'on a fait être résilient. Merci beaucoup de votre intervention. C'est un vrai qui a été plaisir. riche et qui nous a donné pas mal d'informations et pas mal d'idées sur comment mettre ça en place dans nos formations d'ingénieurs. Merci beaucoup.